Bonjour à tous et toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. De suite, les titres. Paix, sécurité et enjeux diplomatiques, 3 points abordés à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu ce samedi à Abuja. En marge de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall qui assistait pour la dernière fois à ce sommet de la CEDEAO. Renforcement de la filière laitière, 1300 nouvelles génisses gestantes à haut potentiel laitier sont arrivées au Sénégal. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie de réception a réaffirmé l'engagement de l'État à continuer à soutenir le développement de l'élevage au Sénégal. Et au chapitre éducation, introduction des langues locales dans les enseignements apprentissages, des progrès importants sont notés à Tambacounda. 5 langues sont dispensées dans toutes les classes, CI, école maternelle et cases des tout-petits, une initiative de l'État saluée par les enseignants. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est de retour à Dakar. Le président Macky Sall a pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, une rencontre consacrée à la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso et au Niger. À son retour à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le président Macky Sall a été accueilli par son directeur de cabinet et d'autres personnalités civiles et militaires. Et retour sur le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu ce samedi à Abuja. Paix, sécurité et enjeux diplomatiques, 3 points abordés sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné avec attention la situation en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Envoyés spéciaux au Nigeria, El Hadj Malick Niang et Pabrem Beguignaï. Au State House d'Abuja, c'est le ballet des chefs d'État. Ce jour marque une étape importante dans la vie de la CEDEAO. La CEDEAO à la croisée des chemins. Le président de la République Macky Sall est présent aux côtés de ses homologues de la CEDEAO pour prendre part à ce sommet extraordinaire d'Abuja. L'hymne de la CEDEAO retentit au State House d'Abuja. Les chefs d'État et de gouvernement ont rendez-vous avec l'histoire. L'histoire d'un espace communautaire qui fait face à des crises, notamment le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Son président en exercice, le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, appelle au dialogue. Nous devons aborder ces questions avec au sens d'unité et d'engagement au bien-être de nos populations. Il nous incombe d'entretenir un dialogue constructif et faire preuve de bon jugement et travailler ensemble pour trouver une solution durable qui permettra d'aboutir à une paix et sécurité et stabilité politique durable dans notre sous-région. La gravité le sérieux de notre responsabilité en tant que dirigeant en ces moments éprouvants ne serait exagéré. C'est à travers nos efforts cumulés et constants et avec un fort sens de l'histoire que nous pourrons régler ces défis dans l'esprit d'une vision partagée de la solidarité et de la responsabilité collective. Au cours du sommet, un mémorandum a été élaboré sur la paix, la sécurité et la situation politique dans la sous-région. Un mémorandum qui fait l'état des lieux au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger. Des décisions pour garantir la restauration de l'équilibre politique. Sauvegarder l'ordre constitutionnel et le maintien des principes démocratiques et la promotion du bien-être socio-économique des citoyens des 4 pays susmentionnés. Excellence, permettez-moi de souligner que ces défis, bien qu'ils soient colossaux, nous offrent une occasion à la CEDEAO pour réaffirmer son engagement à la vision
de nos pères fondateurs, ainsi qu'aux principes qui sous-tendent notre engagement à la paix, à la sécurité et à l'intégration régionale. Nous devons revoir notre approche actuelle dans notre recherche de l'ordre constitutionnel, surtout en ce qui concerne nos 4 États membres. Paix, sécurité et engagement. Engagement dans l'unité d'action et la détermination à promouvoir le développement économique et la démocratie. C'est l'enjeu de ce sommet extraordinaire d'Abuja qui va prendre des décisions courageuses et mettre le bien-être des populations au cœur des travaux. Et en marge de ce sommet, à la séance huis clos, le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall qui assistait à son dernier sommet. Voici les grandes lignes de son intervention retracées par Pabiram Bikindiaï. Au cours de la séance à huis clos de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO d'Abuja, on fait marquant l'hommage vibrant du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara au président Macky Sall, le chef d'État qui assiste ici à son dernier sommet de la CEDEAO. Un hommage solennel au président Macky Sall, homme d'État exceptionnel et démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l'Afrique. Tout au long de ces années, le président Ouattara souligne qu'il a côtoyé un grand bâtisseur qui a su transformer son pays et un homme d'idées qui a changé à bien des égards le regard porté sur l'Afrique. Macky, tu nous manqueras, c'est certain. Mais sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples. Ce sont des mots forts du président Alassane Ouattara qui, dans un élan de grande fraternité, montre une vision d'exception à celle du président de la République Macky Sall, dont le leadership a traversé les frontières. Une véritable fierté africaine. Au moment où ce sommet extraordinaire de la CEDEAO se penche sur la situation sécuritaire, humanitaire au Sahel et au-delà. Situation préoccupante, doublée d'une grave remise en cause du modèle d'unité et d'intégration économique et politique suite à la demande de retrait de la CEDEAO, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Des défis inédits qui interpellent toute la communauté. La capacité de la communauté et celle de ses institutions à consolider l'unité et les valeurs de l'espace commun reste le grand enjeu de ce sommet. C'est l'un des fils rouges du discours du président Alassane Ouattara à la séance à huis clos du sommet de la CEDEAO d'Abuja. Le président Ouattara a également réitéré la solidarité de son pays avec les peuples frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, victimes de la violence de groupes armés terroristes et de régimes putschistes. Par ailleurs, tous prônent le dialogue pour un retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays frères. Et à présent, je vous fais lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur informe que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, recevra en prélude au dialogue national le lundi 26 février 2024 au Centre international Abdou Diouf, de conférence Abdou Diouf, les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel à 11h et les candidats recalés à 12h. L'ouverture du dialogue aura lieu le même jour à 16h au CICAD sous la présence effective du chef de l'État. Autre aspect de l'actualité, 1300 nouvelles génisses gestantes sont arrivées au Sénégal, des animaux à fort potentiel laitier dont l'acquisition est subventionnée à hauteur de 50% par l'État. La cérémonie de réception a été présidée par le Premier ministre à Niag avec l'ANIPL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Aramdao. C'est dans l'enceinte d'une ferme à la taille impressionnante que la communauté des éleveurs accueille le Premier ministre. Les cultures et les sujets élevés dans cette vaste superficie de 30 hectares sont tout aussi admirables. Nous sommes à Niag-Wolof. On a affaire à des ruminants. Plus on couvre leurs besoins avec des fourrages, et mieux ces vaches seront en bonne santé. Ce sont des animaux qui sont de haute valeur génétique et ils ont un potentiel de production assez élevé. D'où l'importance dans les exploitations de disposer de ces fourrages et de fourrages de très bonne qualité. La ferme agro-pastorale du lac héberge déjà des génisses gestantes à fort potentiel laitier. Cette visite du Premier ministre officialise la réception de 1300 nouveaux sujets. La ferme témoigne de leurs aptitudes et les expositions du jour portent les fruits d'une politique d'intensification.
nous faisons du lait caillé, du lait pasteurisé, nous faisons du beurre, nous faisons des fromages. Je suis spécialiste sur un des fromages typiques qu'on appelle le Gouda. Le terme Gouda est générique, mais le Gouda de Hollande est protégé. Mais nous avons aussi le Gouda de Kermomarsar. C'est la 5e opération d'acquisition de génisses que l'État soutient. L'ANIPEL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, est toute reconnaissante. On a un total de 6500 génisses. Mais si on compte également les naissances, on peut dire que nous ne sommes pas loin de 20 000 têtes. Les opérations d'importation menées depuis 2017 se traduisent aujourd'hui par une baisse conséquente de la facture laitière. Entre 2012 et 2021, les importations ont baissé, passant de 70 milliards à quelques 37 milliards, alors que la contribution du système intensif à la production nationale de lait a connu une baisse passant de 24% à 49%, ce qui est très important. Ce secteur qui offre des perspectives de croissance, qui crée des emplois et stimule les investissements mérite pour le Premier ministre toute l'attention de l'État. Cette année, l'enveloppe allouée par le président Macky Sall pour soutenir l'acquisition des 2500 génisses a été augmentée de 1,3 milliard à 2,5 milliards de francs CFA. Tandis que le taux de subvention reste maintenu à 50%. Ce premier lot de 1300 génisses sera bientôt complété par un autre de 1200 bêtes. Au-delà de l'aspect économique, cette initiative revêt également une importante dimension sociale en offrant des opportunités d'emploi et de revenus aux jeunes et aux femmes. Nous œuvrons pour une société plus équitable et plus inclusive. Le Sénégal reste attaché à ses ambitions d'autosuffisance laitière. Le chef du gouvernement assure que l'État va continuer de soutenir et de valoriser l'activité agro-pastorale. Et nous nous rendons à présent dans les Niayes pour parler de l'initiative éco-soutenable, une véritable révolution verte. Depuis 2020, elle transforme le quotidien de 500 agriculteurs, hommes et femmes, engagés dans une agriculture à la fois productive et respectueuse de l'environnement. Cette politique agricole vise à enrichir la chaîne de valeur de la filière horticole. C'est le sujet de la rubrique Environnement, vue de près avec Lamine Touré. Environnement vu de près qui revient la semaine prochaine. Au chapitre culture, cette bonne nouvelle, le cinéma sénégalais vient à nouveau d'être honoré. Notre compatriote Mati Diop vient de remporter l'Ours d'Or à la 74e Berlinade, le festival international du film de Berlin. Une belle récompense pour son film documentaire Dahomey qui était en compétition officielle avec 19 autres longs métrages. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et en sport, clôture de la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Merriam. L'Argentin Ricardo González chez les hommes et l'Anglaise Bronte Lau chez les dames ont été sacrés. Une belle journée de golf pour les vainqueurs qui ont étalé toute leur classe pour s'adjuger ces deux trophées. La finale de la compétition s'est déroulée devant son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et son Altesse Royale, la princesse Lalla Merriam. Reportage de nos envoyés spéciaux Pape Faye et Abdelaziz Ban. Cette dernière journée pour le sacre a été âprement disputée au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. Pour la Coupe Lalla Merriam destinée aux dames et disputée sur le parcours bleu, c'est l'Anglaise Bronte Lau qui a été sacrée devant Pauline Bouchard de la France et Fatima Fernandez-Cano de l'Espagne. Yeah, very happy to come back and win. Here it was tour school the last time. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce trophée et contente d'être ici au Maroc. Je suis restée concentrée pendant toute la journée. J'avais le même état d'esprit lors de la première journée. C'est vrai que les autres ont été impressionnantes au début de la compétition, mais j'ai essayé de rester concentrée sur ce que j'avais à faire. Donc, ce qui m'a permis aujourd'hui de gagner ce trophée et je suis très contente. Kind of, getting that course record and, on such a prestigious golf course. So, yeah.
Du côté marocain, Inès Laclaèche a terminé au 7e rang. Un résultat qui fait plaisir tout de même à la joueuse dont l'objectif était de remporter le trophée à domicile. Et j'avais envie très fort parce que je sentais que c'était possible. J'étais sur une bonne semaine avec un bon momentum, surtout après la première journée. Donc peut-être déçu que les putts ne soient pas tombés au bon moment, mais avec plus de recul quand même très satisfaite de la semaine. Chez les hommes, c'est l'Argentin Ricardo González qui a remporté le tournoi Hassan II après avoir réalisé un total de 209 coups, soit 10 sous le par. Les suivis du Norvégien Thomas Bjorn et de l'Australien Mark Ensby. J'ai été sacré champion, mais ça n'a pas été une chose facile. J'ai dû longuement travailler et durement aussi pour parvenir à ce résultat. Donc, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance de terminer en tête de ce tournoi. La cérémonie de clôture de la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem a été marquée par les présences de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, par ailleurs président de la Fédération Royale Marocaine de Golf, et de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. Une compétition qui a tenu toutes ses promesses au grand bonheur des férus du golf qui ont massivement fait le déplacement au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. Voilà, la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem qui a été clôturée à Rabat au Maroc. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, direction la vieille ville pour parler du pèlerinage au lieu saint de l'islam à Saint-Louis. 6 centres dont la région médicale sont mobilisés pour les visites médicales pré-pèlerinage. Dès le démarrage des consultations, une centaine de futurs pèlerins ont franchi ce premier seuil sans difficulté. Abdouad. Région médicale de Saint-Louis. Un des centres agréés pour la consultation des candidats au pèlerinage à la Mecque. Elles sont 6 structures sanitaires au total, réparties sur 300 km entre Saint-Louis et Pété, dans le département de Podor. Le but est de faciliter la visite médicale, un préalable essentiel. C'est pour leur éviter des déplacements, mais il se trouve que parfois, nous avons des patients qui préfèrent quitter Pété et venir jusqu'à Saint-Louis pour se faire consulter, bien qu'on ait mis un médecin à leur disposition. Donc, c'est au choix du candidat de voir où est-ce qu'il voudrait se faire consulter, puisque c'est une liste qui est disponible au niveau du site du ministère de la Santé. Contrairement au précédent pèlerinage, cette année, la consultation est bouclée avant le mois de Ramadan. La visite médicale a démarré le 15 janvier. Depuis son ouverture, une centaine de candidats a été consultés. Quand on prend les constantes, on voit que pas mal de pèlerins sont stressés. Et du coup, là, nous sommes tenus de les rassurer, de discuter avec eux. Sinon, toujours on peut avoir des surprises qui ne sont pas du tout réelles par rapport aux constantes. Donc, nous sommes tenus de discuter avec eux, de causer avec eux et aussi de faire une communication avec eux. Cette communication est donc essentielle pour mettre en confiance le pèlerin, parfois affecté par l'effet de la blouse blanche. Nous sommes obligés souvent de ne même pas porter de blouse, parler avec eux, échanger avec eux, souvent causer. Et on voit nettement que quelques minutes après, les chiffres reviennent aux normes. Naturellement, pour un début, tu te préoccupes. Bon. Quand tu viens, tu es préoccupé, ça fait un peu de stress, ça augmente un peu la tension. Mais quand on est venu, quand même, nous avons été très bien rassurés. Après ce premier diagnostic, l'équipe médicale a une idée sur l'état de santé du candidat. Pour cet examen clinique, il faut dire qu'en plus des constantes, nous regardons la glycémie capillaire et nous vérifions sur le plan cardiaque comment ça va. En cas de problème médical, des examens complémentaires sont réalisés. Donc, après cette consultation, nous remplissons le dossier médical qui certifie l'aptitude du patient ou l'inaptitude. L'aptitude physique est essentielle avec des conditions de pèlerinage souvent difficiles. Donc, cette inaptitude est déclarée après vraiment consultation de beaucoup de spécialistes qui nous font savoir souvent les risques qu'il y a, qui engageraient un pronostic vital à ne pas pouvoir aller faire
ce pèlerinage au lieu saint de l'islam. Sur près de 400 pèlerins inscrits dans la région de Saint-Louis l'année dernière, seuls 2 ont été recalés à la visite médicale. À moins d'une semaine de la clôture des consultations, aucun des candidats n'a été déclaré inapte. Reportage Carême. À présent, la cathédrale de Tambacounda devient le sanctuaire de la méditation et de la prière, invitant les fidèles à parcourir le chemin de croix. Cet acte de foi profond plonge les croyants dans la contemplation des souffrances du Christ, nous dit Tidiane Cissé. 18h30 à la cathédrale Marie, Reine de l'Univers. La cloche appelle les fidèles chrétiens à la prière. Cette cérémonie est la deuxième du chemin de croix depuis le début du carême. Elle est présidée par le Père Maurice, curé de la cathédrale. Un moment pour revivre les souffrances du Christ. Une période favorable pour revenir au Christ, une période de repenti, une période de jeûne, une période de prière surtout, et de réconciliation, donc qui fait référence aux 40 jours passés dans le désert par notre Seigneur Jésus-Christ, et également aux 40 jours de traversée du peuple israélien avec bien sûr le prophète Moïse. Le chemin de la croix, c'est le cheminement vers Pâques, surtout vivre les moments de la passion du Christ. Tout chrétien qui a la foi en Jésus doit vivre la passion du Christ en tant que tel. Le chemin de croix est une tradition pour l'Église, une dévotion dont l'origine remonte à plusieurs siècles. C'est aussi une méditation qui fait revivre les événements de la passion du Christ qui se résument en 14 stations. Oui, il y a 14 étapes. C'est ce que nous avons fait ce soir. Et il y a 14 stations. Le chemin de croix, c'est le chemin qui a conduit le Christ au calvaire. Puisqu'il est mort sur la croix au calvaire, avant de mourir, il a parcouru un chemin. Et c'est ce chemin que les chrétiens, pendant le carême, essaient de revivre pour s'unir à la souffrance du Christ afin de ressusciter avec lui à la Pâque. Après cette deuxième cérémonie du chemin de croix, le curé de la cathédrale de Tambacounda a aussi présidé une messe. Dans son sermon, le Père Maurice a surtout invité les fidèles chrétiens à se pardonner et à se réconcilier en ce temps de carême. Pardonner n'a jamais été facile. Mais Jésus a pardonné. Nous avons suivi le chemin de croix. Nous avons vu tout ce qu'il a enduré. Mais il a pardonné. Et nous, disciples du Christ, nous devons lui emboîter les pas. Le pardon, c'est un élément fondamental. Donc, en cette période, en ce moment de carême, en ce temps de carême, il a bien précisé dans son homélie que le pardon, le manque de pardon peut être source de blocage dans la croissance de la vie chrétienne tout simplement. Le Seigneur nous a pardonné malgré toutes nos fautes. Il a supporté, il a pardonné. Qui sommes-nous, nous, êtres humains, pour ne pas pardonner notre frère, notre sœur? En ce carême, c'est très important de faire la pénitence. Comme il faudrait vivre les 3 P, la prière, la pénitence et le pardon. Voilà, donc du coup, c'est très important son homélie. Et nous allons faire des efforts. Donc c'est pas facile, comme il a dit, de pardonner, mais Dieu va nous aider. Pour le curé de la cathédrale de Tambacounda, le temps de carême, c'est aussi le temps de refaire les relations humaines, le temps de la paix. Une paix qui passe forcément par le pardon et la réconciliation. Nous restons à Tambacounda pour parler éducation et ce sera tout de suite après ce jingle. Introduction des langues locales dans les enseignements apprentissages permettent aux apprenants de mieux comprendre et de capitaliser beaucoup de savoir. À Tambacounda, 5 langues sont dispensées dans toutes les classes de CI, les grandes sessions des écoles maternelles et dans les cases des tout-petits. Les enseignants saluent cette initiative de l'État du Sénégal. Djorodia. Binta sait déjà lire en Wolof. Pourtant, elle n'est qu'en classe de CI. Nous sommes à l'école élémentaire Adja Aïdambaye de Tambacounda. Madame Ba déroule son cours en Wolof. L'activité de langage est dynamique. La classe est plus réceptive.
Un des avantages de l'introduction des langues nationales dans les enseignements, apprentissages. Bon, on pourra dire que c'est venu à son heure, parce que bon, les langues là, c'est quelque chose de très important. Vu qu'au Sénégal, la langue nationale, c'est le Wolof. Lorsqu'on introduit ces langues-là dans certaines écoles, pour certaines écoles, ce n'est pas le Wolof, c'est le Pulaar, c'est le Soninké, etc. Mais on trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Ça, ce sont les consonnes en Wolof, et ça, ce sont les voyelles en Wolof. Ici, on peut dire que c'est une acquisition globale de mots. Comme en français, on avait l'habitude de faire bonjour, bonsoir, je m'appelle, etc. Mais en Wolof aussi, il a son propre appellation. Par exemple, Djamanga Fanan en Wolof, c'est Djamanga Fanan en Wolof. En français, c'est bonjour. Voilà, il faut allier les deux. Faire savoir à l'enfant que bonjour en Wolof, c'est Djamanga Fanan. Voilà. Bonsoir, c'est Djamanga Yendo. Djeredjef, ça veut dire merci. Suite à la phase pilote, l'enseignement des langues locales est généralisé dans toutes les classes de CI, des grandes sections des écoles maternelles et dans les cases, des tout-petits. D'ailleurs, même nous remarquons que par exemple au CI, surtout les élèves qui ont commencé depuis l'année passée avec le relis, ben, ils se débrouillent plus en mathématiques maintenant qu'auparavant. Vraiment, on sent que le maître est à l'aise parce que chaque fois qu'il y avait blocage en français, maintenant il peut intervenir en langue nationale et là les enfants comprennent mieux. Parce qu'on sait que quand l'enfant apprend dans sa langue, il lit plus facilement. Et quand il lit aussi, il comprend parce qu'il a déjà les b.a.-ba de la langue. Après l'école Adja Aïda Mbaye, cap sur l'école élémentaire Bounama Diallo. Ici, les apprenants sont en pleine activité de production d'écrits. Il n'y avait pas de matériel. Bon, on nous donnait quand même, mais il n'y avait pas de matériel. Mais quand même, avec le relis, bon, le matériel, il y a du matériel, mais aussi quand même, bon, je dis que le tracé est clair, quoi. Bon, nous savons là où nous allons. Et vraiment, moi, j'ai espoir, quoi. Parce que quand même, avec le relis, bon, tout ce que nous faisons en Wolof, on le fait en français. Bon, les élèves, bon, ils ont d'abord une première compréhension de la chose que nous allons faire en français, parce que nous avons déjà fait dans leur langue. Donc déjà, quand même, ça facilite un peu l'enseignement-apprentissage, en quelque sorte. Après 5 mois d'apprentissage, l'heure est à l'évaluation. Le point focal du programme RELI est en mission d'inspection dans les 12 établissements scolaires de la commune. De capitaliser ce qu'ils ont acquis en L1 pour mieux lire la L2 qui est la langue française. Donc le RELI est un instrument d'opérationnalisation de ce qu'on appelle le MOREPS, le modèle harmonisé de l'éducation de l'enseignement bilingue au Sénégal. Parce que le Sénégal a opté pour un basculement vers l'éducation bilingue, à savoir, à chaque fois associé à la langue française, une autre langue locale, langue nationale codifiée, telle que Pulaar français, ou Wolof français, ou Mandinka français, en tout cas les 6 langues codifiées. Après les évidences internationales qui ont montré que vraiment pour avoir de la performance au niveau des activités d'enseignement et apprentissage, il était constaté qu'il faut s'appuyer sur les langues nationales pour aller booster donc, les performances. Donc depuis pratiquement une trentaine d'années, beaucoup d'activités tournaient autour donc, des bilinguismes, mais avec le programme d'abord LPT, ensuite aujourd'hui RELI, on est vraiment à la croisée des chemins et c'est devenu irréversible. Donc les langues nationales aident à mieux aborder les enseignements apprentissages. Bien sûr, et tous les domaines. C'est d'abord à l'élémentaire, on a commencé par la langue et communication, mais ensuite on va passer au domaine mathématique et découverte du monde. C'est de façon vraiment holistique. À l'école Plateau 3, Djariya Touba dispense son cours en langue pulaar. La pédagogue prône le modèle amélioré de l'enseignement bilingue au Sénégal. D'accord. Allez ko na nya nga aja na nya nga encore na nya nga
en classe, surtout en cours, quand vous enseignez avec la langue maternelle, ça passe plus facilement. Surtout avec les langages, la lecture, ils comprennent ce que dit le texte. Bien vrai qu'il y en a certains qui ne comprennent pas la langue, le pulaar. C'est obligé de tâtonner quelque part, chercher ailleurs à expliquer les structures et autres. Surtout quand on répète, quand on fait le dialogue, l'élève doit savoir qu'est-ce que je dois répéter, quel est le sens de ce que je fais. Là, comme je suis dans un pays, il y a les vendeuses, c'est la langue que je ne comprends pas, c'est la langue locale que je ne comprends pas, mais je comprends le sérère, le wolof et le pulaar. Donc j'essaie de trier les sérères et les wolof pulaar, ça je gère. S'il y a une autre langue que je ne comprends pas, je sors, je demande. Mais quand même, dans l'ensemble, je peux dire que c'est plus facile, beaucoup plus facile de travailler avec la langue locale que la langue française. Dans le département de Tambacounda, toutes les classes d'initiation ont démarré l'apprentissage d'une des 5 langues locales, Wolof, Pulaar, Soninké, Mandinka ou Sérère. Ces cours dispensés en langue locale permettent aux élèves de bien saisir et de capitaliser les enseignements apprentissage en lecture et en production d'écrits. Voilà le point sur l'introduction des langues locales dans les enseignements apprentissage avec Tchouroudja. Retour à Dakar pour aller à la rencontre de ces braves dames qui, dès l'aube, prennent d'assaut le marché, armés de détermination et d'expérience entre la vente de poissons frais, de légumes variés et du poisson séché. Ces commerçantes se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C'est un reportage signé Ramatadem. En ce milieu de matinée, au marché de Mbao, la vendeuse de poissons est submergée par les bonnes dames venues faire leurs courses pour préparer un bon repas pour la famille. C'est une belle ambiance qui règne autour de cette étale, puisque Anta leur vend du poisson depuis de nombreuses années et certains liens d'amitié se sont tissés. C'est ma mère qui vendait du poisson et sa mère à elle vendait également du poisson, ce qui prouve que j'ai longtemps baigné dans ce milieu. À 7-8 ans, j'allais déjà au marché Kilène aider ma grand-mère dans la vente de poissons. Puis nous nous sommes installés à Mbebes. Aujourd'hui, je suis à mon propre compte depuis 2000 ici à Mbao. Un métier qu'Anta pratique avec beaucoup de joie et d'intérêt. Même quand je vends à perte, ça ne me dérange pas, car c'est mon métier, un métier que j'adore. Mon plaisir à moi, c'est d'avoir une table bien remplie de poissons frais. En cette période de l'année, les légumes également envahissent les étals des marchés, ce qui est une bonne chose pour les familles. Malheureusement, pour les vendeuses de légumes, le stockage de ces produits frais est un véritable dilemme. Ce qui nous manque dans ce marché à toutes les femmes en général, c'est un lieu de stockage de nos produits frais. On doit avoir un frigo dans ce marché afin qu'on puisse garder les légumes dans les meilleures conditions. Des fois, les produits se gâtent même avant qu'on puisse les utiliser. Les activités au marché de Mbao se déroulent dans une bonne ambiance. Ceci grâce à la solidarité qui existe entre ces femmes qui n'ont qu'un seul but, participer aux charges de leur foyer. Et pour financer leurs activités et organiser le marché, elles ont mis en place un système de tontine ou natte. Nous avons une tontine avec des cotisations quotidiennes. À la fin du mois, l'argent est redistribué aux braves femmes du marché afin qu'elles puissent s'approvisionner en marchandises, ce qui leur évite de faire des prêts avec intérêt. C'est pour cela que nous sommes unis, solidaires. Les gardiens également, c'est nous qui les payons. Nous cotisons chaque jour 100 francs. Ainsi, nous pouvons payer le gardien de jour et celui qui travaille la nuit. Et pour le reste de la caisse, c'est pour les imprévus. Les femmes du marché de Mbao sont convaincues que seul le travail paie. Il est important de travailler. C'est essentiel pour une personne. Avoir une activité, c'est très important. Mais rester comme cela, à ne rien faire, ce n'est pas bien. Il faut être actif.
Les vendeuses du marché de Mbao sont un véritable exemple d'autonomisation. Elles se rendent tous les jours au marché dès les premières heures de la matinée pour trouver les bons produits que réclament les clientes. Un métier qu'elles pratiquent avec enthousiasme et elles ont compris que cette autonomisation leur permet également de s'épanouir au quotidien. Merci Ramazadem. C'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.